Bonjour Monsieur Seydina Diéné, donc nous sommes réunis pour juger du travail de votre thèse, donc présentez-nous vos travaux. D'accord, merci beaucoup. Bon, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour assister à cette conférence. Je m'appelle Seydina Diéné et aujourd'hui je vais essayer de vous présenter les projets de recherche que j'ai réalisé au cours de ma thèse, dont le titre est Analyse génomique et moléculaire d'isolat clinique de bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Alors, cette présentation se déroulera selon le plan suivant. Dans un premier temps, je vais vous parler du background de la résistance aux antibiotiques chez les bactéries gram négatives, spécialement chez les entérobactéries, les actinobactères et les pseudomonas. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de l'analyse génomique de bactéries que nous avons réalisée pour comprendre la résistance aux antibiotiques. Notamment, c'est l'objet de ces deux publications que nous avons réalisées, une sur entérobactères, l'autre sur actinobactères. Je vous parlerai également de manière brève d'autres études que j'ai réalisées au cours de cette thèse, qui ont été des travaux en parallèle à ces deux projets qui ont été les projets majeurs et phares de ma thèse. Donc je vais concentrer la présentation sur ces deux projets-là. Et enfin, nous finirons par les conclusions et les perspectives de ce travail. Alors, la première partie concernant la revue que nous avons écrite, qui est soumise dans Expert Review of Anti-Infective Therapy. L'objectif de cette revue a été de faire la revue de la littérature de toutes les publications qui ont été rapportées, où ils ont séquencé le génome d'une bactérie multirésistante pour comprendre la résistance aux antibiotiques. Alors, au cours de cette revue, on a pu montrer qu'il y a une émergence mondiale de la résistance aux antibiotiques depuis ces 10 dernières années. Et comme exemple, tout récemment, en 2011, selon un congrès qui s'est réalisé aux États-Unis, réunissant une trentaine de chercheurs scientifiques et d'industriels, ils ont rapporté que, par exemple, en 2007, il y a 400 000 infections qui sont dues par des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Et parmi ces 400 000, 25 000 décès ont été attribués à ces bactéries multirésistantes. Et les frais d'hospitalisation et de traitement de ces infections coûtent à peu près 1,5 milliard d'euros par année. Donc, au cours de cette revue, on a essayé de voir le nombre de publications rapportées dans la résistance aux antibiotiques, aussi bien chez les entérobactéries, mais également chez les espèces du genre Pseudomonas et Acinetobacter. Et on peut voir que d'année en année, on a une augmentation de publications qui rapportent la résistance aux antibiotiques. Donc, ce qui montre qu'il y a un problème de santé publique. Alors, parallèlement à cette augmentation de la résistance aux antibiotiques, on a également une émergence et une augmentation de la résistance des derniers antibiotiques qu'on utilise pour traiter les bactéries multirésistantes. C'est le cas des carbapenems. On voit qu'il y a également une augmentation de cette résistance. Alors, cette résistance est également due à une grande diversité de ces gènes de résistance. Il a été rapporté tout récemment en 2011 dans Frontières Microbiologie. Ils ont rapporté tous les gènes de résistance décrits à différentes familles d'antibiotiques. Donc, par exemple, les phénicols, il a été décrit plus de 27 gènes de résistance qui font faire la résistance à cette famille. Alors, on avait pareil pour les macrolides, les tétracyclines, mais l'exemple la plus pertinente étant les bêta-lactamines, qui est la plus grande famille d'antibiotiques, et il rapporte plus de 900 gènes de résistance qui confèrent la résistance à cette famille d'antibiotiques. Donc, en prenant l'exemple de cette famille, on a pu réaliser la phylogénétique de ces gènes qui confèrent la résistance à cette famille des antibiotiques, qui est les bêta-lactamines. Et on peut voir qu'il y a une grande diversité de ces gènes de résistance. Alors actuellement, on utilise des outils moléculaires, à savoir la PCR ou la PCR en temps réel, pour détecter spécifiquement tel ou tel gène. Mais ces outils-là ne permettent pas de mettre en évidence la grande diversité de ces gènes de résistance aux antibiotiques. D'où l'objectif de la revue était de voir quel pouvait être l'apport du séquençage complet du génome bactérien pour regarder quels sont les déterminants de la résistance. Parallèlement à cette augmentation de la résistance, on a assisté à une augmentation maintenant exponentielle du nombre de génomes bactériens séquencés. Donc là, on peut voir d'année en année tous les génomes qui sont séquencés. Et aujourd'hui, on a plus de 7800 génomes bactériens séquencés. Malheureusement, la plupart de ces génomes séquencés, il y a deux états où on publie ces génomes-là. Une qui est fermée, c'est-à-dire on séquence le génome, on ferme complètement le génome, ou bien un autre état qu'on appelle le whole genome séquence, où on soumet tout simplement dans les bases de données les deux petits génomes, donc les séquences brutes de la bactérie. Et plus de 2 terminaux de ces génomes sont publiés dans cet état-là. Alors, l'augmentation de ce nombre de génomes séquencés est également due à une émergence, à un développement de nouveaux outils et nouvelles technologies de séquençage à haut débit, telles que les Roche 454, les Solexa ou Solid. Mais également, il y a une amélioration maintenant de ces technologies-là vers ce qu'on appelle des small compact séquenceurs
qui permettent également de produire de grandes quantités de séquences en un temps court. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut partir d'une boîte de culture le lundi et le vendredi, on a la séquence complète du génome de la bactérie. Alors, on a pu comparer au cours de ces revues ces différentes technologies. Donc, le premier étant Sanger, où on pouvait avoir des tailles de séquences de 1000 paires de bases, avec des quantités plus ou moins faibles. Quand on le compare avec les nouvelles technologies qu'on a là, on pouvait avoir des grandes quantités. Mais également, il y a le coût aussi qu'on peut mettre en évidence, c'est que là, on pouvait, le coût d'un mégabase tournait autour de 2400 $. Alors aujourd'hui, on peut l'avoir à 10 $. Alors, face à cette augmentation du nombre de génomes séquencés, il n'y a pas malheureusement beaucoup d'études qui qui utilisent ces technologies-là pour comprendre la résistance. En faisant la littérature, on a pu trouver qu'il y avait 33 publications. Ils ont séquencé le génome complet de la bactérie pour comprendre cette résistance aux antibiotiques. Donc là, on avait 11 espèces d'entérobactéries, 2 espèces de pseudomonas et 2 espèces d'acynetobacter. On a pu dresser, ça c'est juste un exemple, au cours de la revue pour mettre en évidence tous les déterminants de la résistance de ces bactéries. On pouvait voir qu'il y a une grande diversité effectivement de ces gènes de résistance. Au cours de cette revue aussi, on a pu comprendre que ces gènes de résistance sont souvent portés par des éléments mobiles qu'on appelle des transposons, des intégrons ou des plasmides. Et l'exemple qu'on peut donner également, c'est au niveau des acynetobactères. On a tout ça qu'on a comparé, c'est des éléments mobiles qui sont porteurs de gènes de résistance et qui ont des tailles de séquences variables. L'exemple la plus pertinente qu'on a pu trouver a été décrit dans notre laboratoire. C'est ce kilo de résistance qu'on appelle ABA-R1, qui a été découvert par Terry Fourguet. Et là, on a en rouge tout ce qui est gènes de résistance aux antibiotiques. En bleu, on a des gènes de résistance aux antiseptiques, mais également aux métaux lourds. Et puis, il y a des bleus clairs, c'est des séquences, des gènes qui sont souvent associés à ces éléments mobiles, qu'on appelle des intégrons et des transposeurs, qui permettent la dissémination de ces gènes-là, de ces éléments mobiles. Voilà, entre autres, ce qu'on a pu discuter au cours de cette revue. Donc, tout ceci tourne maintenant autour de la séquence. Donc, la question que j'ai posée, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la séquence de la bactérie? Et ce que j'ai eu à réaliser au cours de ma thèse. Donc, partant de la séquence, on a pu analyser de manière exhaustive les bactéries qu'on a séquencées pour comprendre la résistance aux antibiotiques. Ça a été le cas d'Enterobacter aerogenes, mais également 2 génomes d'acynetobacter isogéniques qu'on a séquencés pour comprendre cette résistance. Également, partant de la séquence, on a pu étudier et décrire des mécanismes de résistance aux antibiotiques, notamment ces pseudomonas, c'est les 2 sources de pseudomonas. Donc le premier, on a pu décrire un élément mobile, un intégron qui portait ce gène-là, qui confère la résistance à tous les bêta-lactamines, y compris l'imipenem. Et là, on décrit également une inactivation de cette porine qui est impliquée dans la résistance à l'imipenem par une transposase qui n'a jamais été décrite. Nous avons été les premiers à le trouver. Également, partant de la séquence, on a pu réaliser des outils moléculaires de diagnostic pour détecter des gènes de résistance. Ça a été l'objet de cette publication-là, qui est actuellement utilisée à l'hôpital, mais également au diagnostic pour chercher, pour diagnostiquer ce gène de résistance. Mais également, on a pu écrire par une e-revue qui permet de décrire et de suivre en temps réel toutes les publications qui rapportent ce gène NDM. Pareil, à partir de la séquence, on a pu réaliser des études d'épidémiologie pour décrire l'émergence et la dissémination des gènes qu'on appelle des OXA23 et OXA58, aussi bien en Algérie, mais également à Dakar ou bien ici à Marseille. Mais tous ces points-là, les numéros 2, 3, 4, c'est des travaux que j'ai eu à réaliser parallèlement à ces 2 projets majeurs de ma thèse. Donc je ne vous détaillerai pas ces 3 projets-là, je vais plus axer cette présentation sur cette partie-là. Le premier étant Enterobacter aerogenes. Donc, nous avons réussi à publier ce papier-là dans Molecular Biology and Evolution. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Enterobacter aerogenes? C'est une bactérie qui appartient à la grande famille des entérobactéries et au genre Enterobacter, dans lequel on a des entérobactères cloaqués, Ormachii, Zorgovia. Donc, c'est une gram négative, oxydase négative, gram négative, oui, il est mobile. C'est un pathogène émergent opportuniste également et qui est responsable d'importantes infections nosocomiales, à savoir des infections respiratoires, des septicémies ou des bactéries. Donc, il a été rapporté que 75 à 90% de ces choses sont résistantes aux bêta-lactamines, aux quinolones ou aux aminosides, mais cependant, plus de 90% quand même de ces sources sont sensibles à la janta, à la colicine ou à l'imipenem. Donc ces 3 antibiotiques étant les derniers recours d'antibiotiques qu'on utilise pour traiter les bactéries multirésistantes. Et ceci nous amène à l'origine et l'objectif de ce projet,
Donc en 2005, il a été isolé cette souche d'Enterobacter ici à l'hôpital de la Timone à Marseille. Une patiente qui a été hospitalisée, où on a pu isoler cette souche qui a développé de manière successive une résistance à l'imipénène et à la colicine. Donc c'est les deux antibiotiques que je viens de dire que les derniers recours qu'on utilise pour traiter ces infections-là, on avait cette bactérie qui est résistante à ces antibiotiques. Donc, non seulement il est résistant à ces deux antibiotiques, mais également elle a été responsable du décès de la patiente. C'est-à-dire que la patiente est décédée parce qu'on n'avait plus d'antibiotiques pour le traiter. Donc de là, on a décidé de séquencer le génome de cette bactérie pour comprendre comment une telle bactérie pouvait avoir cette résistance-là. Donc là, ce qui était le premier objectif. Donc, il faut savoir aussi que chez Enterobacter aerogenes, sa position taxonomique reste controversée depuis il y a 40 ans. C'est en 1971, un chercheur qu'on appelle Bascom qui avait proposé de reclassifier cette bactérie. Parce que selon lui, cette bactérie est mal classée et plutôt une Klebsiella. Donc, on a voulu répondre à cette question en analysant son génome, donc, ce que j'ai essayé de vous expliquer. Et un troisième point qui a été d'analyser et de comprendre comment une telle bactérie pouvait acquérir tous ces gènes-là de manière extérieure et de pouvoir les exprimer et de les traduire. Alors, techniquement, pour séquencer son génome, on a pu collaborer avec l'entreprise Génoscope, où on a utilisé, son génome a été séquencé en 2006, on a utilisé Sanger, qui est la première méthode de séquençage des bactéries. Alors, actuellement, je ne dirais pas que Sanger est révolu, mais maintenant on est passé à de nouvelles technologies telles que le 454 ou le solide, qui sont beaucoup plus performants et qui produisent une quantité de séquences plus importante. Et ce génome a été séquencé par Sanger. Donc là, on avait les sorties de séquençage. On avait 82 000 rides, donc c'est les bouts de séquence qui ont permis de séquencer le génome avec des tailles de 1000 paires de bases. Après cette étape de séquençage, on a utilisé PrepFrap Concept, qui également est un logiciel qu'on n'utilise plus parce qu'on a maintenant d'autres logiciels d'assemblage comme Nibbler ou CLC Genomics, ce qui nous permet d'utiliser ces 82 000 rides pour pouvoir reconstruire le génome de la bactérie. Donc là, on a un exemple de tous ces rides qu'on va superposer avec ces logiciels qui nous permettent d'obtenir un contigue. Donc un contigue, c'est une séquence d'ADN très longue qui a été construite à partir de ces rides. Donc là, on a un exemple d'un contigue d'à peu près de 130 kb. Après cette étape d'assemblage, au final, concernant Enterobacter, on avait 141 contigues. Comme vous pouvez le voir, on a ces contigues-là avec des tailles variant de 1 kb à 676 kb. Et on voyait que ces contigues-là, c'était complètement désordonné. Donc l'idée, c'est maintenant de reconstruire le génome de la bactérie en raboutant tous les contigues bout à bout. Et là, ce qui nous amène à l'étape suivante, qui est sans doute l'étape du finishing, qui est l'étape la plus difficile, la plus coûteuse, mais également la plus longue. Parce que d'ailleurs, on peut le voir sur cette graphique, tout ce qui est en rouge, c'est tous les génomes qui ont été publiés sans faire cette étape de finishing. Nous, on a pu réaliser cette étape en utilisant des logiciels de finishing, tels que le Genomo ou WebACT, mais également en utilisant des BLAST. Et comment on fait cette étape de finishing? Donc là, au cours de notre travail, il a été publié ce génome de la souche d'Enterobacter aerogenes ATCC. On a pu aligner ces deux génomes. Donc là, on a un génome qui est complètement fermé. Et là, on avait les 41 contigues de notre génome. Donc, on a pu réorganiser tous les contigues et désigner des amorces. Et tous les traits représentent des trous de séquençage. Donc, du coup, on a pu faire plus de 200 PCR et séquences pour arriver à fermer complètement le génome de la bactérie. Et ce travail-là nous a pris quand même 3 à 4 mois, voire même 5 mois, dire que c'est assez long et très facile. Donc, au final, on a un plasmide de 162 kb, également un autre petit plasmide de 9 kb, puis le chromosome de la bactérie. Donc là, on a fermé le génome de la bactérie, on a le plasmide, le chromosome. L'étape suivante étant de déterminer le contenu de la bactérie. Comment on détermine ce contenu-là? On utilise maintenant des bioserveurs qui permettent, à partir d'une séquence, de chercher combien il y a de gènes, mais également quelles sont les fonctions prédites de chacun de ces gènes-là. Donc on a soumis notre génome d'Enterobacter dans ces bioserveurs, où on peut créer un compte avec le numéro du projet et le numéro d'utilisateur, la bactérie soumise, le nombre de séquences et le temps de battement de ce projet-là. De la même manière, on a soumis également entre les deux génomes d'Acinetobacter, que je vais vous parler tout à l'heure. Et ceci nous permet d'annoter le génome et de savoir combien il y a de gènes et les fonctions prédites de chacun de ces gènes. Une fois annoté, on peut avoir ce résultat-là. Vous pouvez le voir, on a la taille du génome, le nombre de protéines dans le génome, le nombre d'ARN dans le génome, mais également la classification de l'ensemble de ces gènes selon leurs fonctions métaboliques. Donc partant de là, on peut aller chercher tout ce qui est gènes de résistance, les gènes de virulence, ou bien des gènes associés au métabolisme de la bactérie.
Également, on peut avoir l'organisation également de ces gènes-là. Donc là, on a annoté ce génome, on a le contenu du génome de la séquence complète. On est parti de là maintenant pour répondre aux questions qu'on s'est posées. Donc le premier, on a été parti pour répondre à la position taxonomique d'Enterobacter. Comme il a été proposé de l'appeler Klebsiella, c'est l'espèce la plus proche, on a allé récupérer les génomes de Klebsiella, mais également des Enterobacter dans lesquels elle est classée. Donc en récupérant la taille des génomes, le GC%, le nombre de protéines, on va comparer, on a vu de manière significative que les Klebsiella avaient une taille de génome significativement supérieure aux Enterobacter. Et quand on regarde Enterobacter aerogenes, il a une taille de génome qui est plus proche des Klebsiella. Donc ça dit que juste regarder la taille des génomes Enterobacter aerogenes serait plus proche des Klebsiella. Mais ce résultat-là n'était pas suffisant pour conclure que c'est une Klebsiella. On est allé plus loin en comparant le contenu génomique de la bactérie. C'est-à-dire tous les gènes, on a comparé les pourcentages d'homologie gène par gène de cette bactérie. Et ce que nous avons fait là, donc quand on compare Enterobacter, toutes les séquences protéiques, on voit qu'avec les Klebsiella, il avait plus de 3200 gènes qui avaient des pourcentages de similarité supérieurs à 80%. Alors lorsqu'on compare également ces protéines avec les Enterobacter, on est plutôt à 2000 protéines. Alors cette comparaison protéinique, on peut le voir là de manière visuelle, où on voit qu'Enterobacter aerogenes, la majorité de ces protéines avaient des pourcentages de similarité autour de 98 à 99%, alors que lorsqu'on le compare avec les autres Enterobacter, on a des pourcentages autour de 60 à 70%. Donc, ceci montre que la contenu protéique de la bactérie est plus proche des Klebsiella que des Enterobacter. Mais on est allé plus loin également en utilisant un outil que nous avons dirigé le premier à l'utiliser, qui est l'hybridation in silico DNA-DNA. Donc il consiste à aligner le génome des bactéries et en utilisant des critères de base, d'évaluer le taux de couverture de ces génomes-là. En faisant ça, on s'est rendu compte que Enterobacter était couvert en moyenne à 75% de son génome est couvert par les Klebsiella. Alors quand on le compare avec les autres Enterobacter, on n'a que 50% de taux de couverture. Et ceci nous démontre clairement que en fait, cette bactérie Enterobacter aerogenes a été mal classée. Ce n'est pas un Enterobacter, c'est un Klebsiella. Parallèlement, on a utilisé également l'analyse phylogénétique, par exemple la RPOB, où on voit Enterobacter au milieu des Klebsiella, donc ce qui renforce également cette classification. Mais au passage, on a utilisé le CESES. Et quand on fait l'arbre du CESES, on voit qu'on a une très mauvaise classification des Enterobactéries. Et certainement, sans doute, ce qui a été utilisé pour faire une bien classée Enterobacter aerogenes. Ce qui veut dire que le CESES n'est pas approprié pour faire la taxonomie pour les Enterobacter. Alors, à partir de là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on s'est trompé, pourquoi on l'a appelé Enterobacter aerogenes, vu que son génome nous montre que c'est un Klebsiella. Alors, là, on a comparé la classification de 1984 utilisée selon Berges-Manuel, comparée à la classification actuelle. Et on peut voir là, toutes les flèches, c'est toutes les espèces bactériennes qui ont été soit changées de genre ou d'espèce. Mais Enterobacter reste toujours, on l'appelle toujours Enterobacter aerogenes. Elle n'a toujours pas été reclassée. Et les taxonomistes, je dirais, ont utilisé 3 critères pour le différencier des Klebsiella. Donc le premier étant la mobilité, parce que Enterobacter aerogenes est une bactérie mobile, alors que toutes les autres Klebsiella ne sont pas mobiles. Le deuxième étant l'ODC, c'est-à-dire l'ornithine décarboxylate, c'est la capacité de la bactérie à dégrader ce substrat. Et Enterobacter pouvait dégrader l'ODC alors que les Klebsiella ne pouvaient pas. Et également l'uréase, c'est-à-dire sa capacité à dégrader l'uréase, où Enterobacter était négatif alors que les autres Klebsiella étaient positifs. Donc de là, on a voulu aller regarder le support de ces critères phénotypiques. Donc le premier étant la mobilité. Il faut savoir que la mobilité bactérienne est codée par un ensemble de 50aine de gènes qui codent pour l'ensemble des protéines du flagelle du système. Donc, en analysant son génome, on a trouvé une séquence de 60 KB en bloc dans le génome d'Enterobacter aerogenes, codant pour 48 ordres où il y avait l'ensemble des gènes qui codaient pour ce flagelle-là. Alors, comme c'est un Enterobacter, on s'est dit que probablement ce flagelle devait ressembler aux autres Enterobacter. Et quand on compare l'homologie de ces gènes-là, eh bien, ça ne ressemble pas du tout à Enterobacter. Et on peut le voir là, c'est des gènes qui ressemblent plutôt à une autre espèce bactérienne, qui est Serratia. Et quand on a fait la phylogénie de ce flagelle, on voit Enterobacter, le flagelle, on voit clairement Enterobacter avec les Serratia. Ce qui veut dire qu'on a une bactérie immobile qui a acquis la mobilité par transfert latéral des gènes. De la même manière,
on est allé regarder l'ODC et en analysant son génome, on a pu mettre en évidence qu'il y avait deux types de ODC. Une qui était constitutive et qu'on retrouvait dans l'ensemble des bactéries. Et quand on fait la phylogénie de cette ODC constitutive, on voit aérogénèse à l'intérieur des Klebsiella. Alors que l'ODC qui était inductible et qui est responsable de cette activité ODC, quand on compare, eh bien, les Klebsiella n'avaient pas cette ODC-là. Ce qui montre une fois de plus que c'est probablement une acquisition de gènes qui a permis d'avoir cette capacité à dégrader. De la même manière, l'uréase, on a regardé l'uréase et on l'a regardé dans la plupart des génomes d'entérobactéries. On peut voir de part et d'autre de cet opéron qui code pour l'uréase. On a une conservation de ces gènes-là, mais cette uréase-là n'est pas systématiquement retrouvée dans les génomes des bactéries. Quand on prend l'exemple de Escherichia coli, on a cette espèce-là qui n'a pas l'uréase, alors que celle-là, elle a deux uréases qui sont localisées ailleurs. Qui montre que l'uréase également est un élément mobile qui a été perdu par l'entérobactère aérogénèse. Donc, si je dis qu'au final, son contenu génomique montre que c'est un Klebsiella, les trois critères phénotypiques utilisés, ce n'était pas bon pour faire de la taxonomie. Et nous, on a voulu maintenant proposer de l'appeler, de renommer et de le reclasser pour l'appeler Klebsiella aeromobilis. Là, c'était la première question taxonomique qu'on voulait éclaircir et on l'a démontré pour montrer clairement que c'est un Klebsiella. Donc, le deuxième étant le résistant. Quel était le support de la résistance d'entérobactère aérogénèse? Et de ce fait, quand on a analysé son génome, on a trouvé ce plasmide recombinant de 162 Kb dans lequel on a retrouvé cet élément mobile, on appelle un transposon qui faisait 21 Kb et dans lequel on retrouve tous ces gènes de résistance. Tout ce qui est en rouge, c'est des gènes de résistance aux antibiotiques, mais également aux métaux lourds. Et là, juste une anecdote, c'est TEM24 qui confère la résistance aux bêta-lactamines. Si on n'avait pas fait cette étape de finishing qui est très essentielle, on ne l'aurait pas trouvé. Parce que quand on a séquencé son génome, on voyait que la bactérie était résistante au bêta-lactamine, mais on ne retrouvait pas le gène responsable de ça. En faisant du finishing, on a trouvé que ce gène-là, bordé par des transposases, s'est retrouvé dans des trous de séquençage. Donc, ce qui veut dire que concernant en tout cas la résistance aux antibiotiques, cette étape de finishing est essentielle. Parce que, voilà, essentielle. De la même manière, on a fait l'arbre généalogique du plasmide en essayant de décrire l'origine des 222 gènes. On pouvait voir que ces gènes-là avaient des origines totalement différentes. On avait des gènes qui provenaient du photobactérium, d'entérobactère, de Yersinia, mais également des gènes de l'environnement, ce qui ressemblait à du rhizome. Et en faisant également de l'hybridation in silico DNA-DNA, on a pu voir que le corps du plasmide ressemblait à des plasmides de Yersinia pestis, de Salmonella ou de photobactérium. Et en analysant son génome, on a pu dresser un tableau pareil où on a le numéro de l'ordre, le nom du gène, la fonction prédite, sa localisation chromosomique ou plasmidique, mais également le best blastiste de chacun des gènes. On a pu mettre en évidence plus de 280 gènes de résistance, aussi bien aux antibiotiques, mais également aux métaux lourds et aux antiseptiques, mais également des pompes de fluides. Également, on a pu analyser, d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas encore été décrit, c'est la résistance à la colicine chez Enterobacter aeruginosa. Alors, on a voulu maintenant analyser ça et aller regarder le support génétique de la résistance à la colicine chez Enterobacter. Comment ça marche la résistance à la colicine chez les bactéries? Il faut savoir que la colicine agit au niveau de la membrane, plus précisément au lipide A. Il se fixe au groupement phosphate des lipides A et déstabilise la membrane. Donc la résistance contre cet antibiotique, les bactéries utilisent ce qu'on appelle des systèmes à deux composants, la FOQ et FOP, PMRD ou PMRA. Donc, dans certaines conditions, ces protéines membranaires sont capables de détecter des variations de son environnement et d'activer une cascade de régulation. Donc là, on a des protéines qui peuvent activer ces FOP par l'intermédiaire de PMRD, va activer cette protéine PMRA qui est centrale dans cette mécanisme de résistance. Et là, une fois que cette protéine est activée, elle va activer cet opéron qui va synthétiser une petite molécule qui va être rajoutée au lipide A. Donc le fait de rajouter cette lipide A va empêcher l'antibiotique de fixer sur la membrane. Donc on a une protection de la bactérie, ce qui fait que la bactérie devient résistante. Et il a été décrit également que le fait d'avoir des mutations au niveau de ces gènes-là pouvait réguler le fait de synthétiser cette petite molécule. Donc nous on est allé maintenant chercher ces gènes-là dans le génome d'Enterobacter aeruginosa. Et on a comparé trois souches qui étaient sensibles à la colicine avec notre souche qui était résistante. Et ces trois souches-là, c'était des mêmes souches qui ont été isolées chez la même patiente que la souche.
Et en séquençant ces génomes-là, ces gènes, on a pu voir que ces 3 gènes-là, il n'y avait pas de mutation. Alors que ce gène PMRA, que je viens de dire qui est central dans cette régulation, dans cette mécanisme de régulation, on a trouvé une mutation, la G53S, qui est localisée au niveau du site de phosphorylation de la bactérie, du gène. Et quand on a voulu confirmer que cette mutation était associée à la résistance à la choléstérine, nous l'avons cloné, cet opéron PMRA-PMP, avec la mutation sur ce gène-là, et nous l'avons fait transformer dans des souches d'Escherichia coli et exprimer et montrer qu'effectivement, cette mutation-là était associée et responsable de la résistance à la choléstérine chez Enterobacter aerogenes. Voilà ce qu'on a pu montrer pour la choléstérine. Et le 3e point qu'on voulait répondre à partir de ça, c'était de regarder comment une telle bactérie pouvait avoir cette capacité d'acquisition de tous ces gènes de résistance, mais aussi de pouvoir l'intégrer dans son génome et de l'utiliser, c'est-à-dire de l'exprimer, de le traduire. Alors pour ce faire, on est allé comparer les caractéristiques d'Enterobacter aerogenes avec des bactéries qui ont été décrites ayant ces capacités-là. On appelle des bactéries sympatriques ou allopatriques, ou les bactéries facultatives associatives. Donc dans ce travail-là, on a voulu proposer une redéfinition de ces termes-là qu'on utilise pour étudier l'évolution des bactéries, le mode de vie des bactéries. Et vous pouvez voir que les bactéries sympathiques comparées aux bactéries allopatriques, les sympathiques sont des bactéries qu'on retrouve en communauté, qui sont capables d'échanger des séquences génétiques, mais également de pouvoir les traduire. Comparé aux bactéries allopatriques, qui sont des bactéries des intracellulaires strictes, qui sont clos dans des cellules et qui sont moins exposées à des échanges génétiques. Et lorsqu'on compare maintenant les caractéristiques d'Enterobacter avec les bactéries allopatriques, mais également les sympathiques, on pouvait voir là, sur cette courbe, que de manière significative, les bactéries sympathiques, qui sont capables d'acquérir des gènes et de les traduire, avaient significativement plus d'opérons ribosomiques, mais également de tRNA, comparé aux bactéries allopatriques. Et lorsqu'on place Enterobacter dans cette courbe, on le voit là, complètement au milieu des bactéries sympathiques, qui sont en rouge, alors que les bactéries allopatriques sont là en bleu. Et également, la taille des génomes des bactéries sympathiques sont beaucoup plus importantes que les bactéries allopatriques que vous voyez là. Alors, ceci dit que Enterobacter en réalité est une bactérie qui a les mêmes caractéristiques et les mêmes capacités des bactéries sympathiques. Donc elle est capable d'acquérir des gènes, de l'intégrer dans son génome, mais également de pouvoir les traduire et de les exprimer. De la même manière, on a voulu utiliser l'usage des codons. Vous savez, il y a 61 codons qui codent pour l'ensemble des acides aminés. Et les bactéries utilisent de manière différente, de fréquence différente ces codons-là. Et en analysant l'usage du codon entre le corps génome de la bactérie, c'est-à-dire les gènes qui sont conservés par les bactéries, comparé à l'usage des codons du mobulome, ce qu'on a voulu faire là, on voit qu'il y avait certains codons qui ne sont pas utilisés par le corps génome. Et la bactérie là, les a gardés pour traduire les mobulomes, c'est-à-dire les gènes qui sont acquis par transfert latéral. On a fait la même comparaison avec le plasmide, où on a montré que c'est un plasmide qui probablement vient de Yersinia. On voyait qu'il y avait des codons qui ne sont pas du tout utilisés par le corps génome, mais plutôt par le plasmide, c'est-à-dire par le mobulome. Donc de là, on a récupéré ces 9 codons-là, qu'on appelle des codons rares, que la bactérie a certainement gardés pour utiliser, pour traduire les gènes qui viennent d'extérieur. Et quand on fait ça, on a vu qu'il y avait plus de 900 gènes dans son génome qui utilisent de manière significative ces codons rares-là. Et quand on analyse ces 900 gènes, on les voit organisés complètement en bloc. Ce qui montre que probablement ces gènes-là ont été acquis également. C'est des gènes acquis par transfert latéral. L'utilisation de codons, du coup, peut nous permettre non seulement de détecter, de trouver les gènes acquis par transfert latéral, mais que la bactérie a gardé ces codons-là pour pouvoir les traiter. Donc voilà le tableau qu'on a voulu proposer. Alors partant de là, on a voulu proposer maintenant un scénario. Donc je vais dessiner cette figure pour expliquer les trois, les trois critères qu'une bactérie peut utiliser pour créer, avoir un nouvel répertoire génomique, à savoir l'opportunité qu'Enterobacter a, comme les bactéries sympathiques, c'est-à-dire de vivre en communauté avec d'autres bactéries, le pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir intégrer ces éléments génétiques dans son génome, mais également l'usage, c'est de pouvoir les traduire à travers son pool de tRNA et d'opérons ribosomiques. Alors quelques exemples des acquisitions de gènes extérieurs. Quand on compare Enterobacter aerogenes avec cette souche ATCC, on pouvait voir qu'il y avait des phages qu'on a trouvées dans son génome, il y en avait 4, ou bien des AIS qu'on appelle des intégratifs conjugatifs éléments, des éléments mobiles. D'ailleurs dans cette AIS, on a trouvé des tRNA, mais également des bêta-lactamases, qui provenaient de Citrobacter.
Également, on a pu mettre en évidence, quand on compare ces deux Enterobacter aerogenes, il y avait plus de 200 gènes qui étaient spécifiques en Enterobacter aerogenes, notre source, et dans lequel on pouvait trouver la majorité, c'était des gènes de phage. Également, on a des toxines, antitoxines, des bêta-lactamines, des gènes de virulence. Voilà l'ensemble des travaux qu'on a réalisés avec Enterobacter. Et ce qui nous amène au deuxième projet de recherche qu'on va réaliser, qui a été d'analyser des génomes d'Acinetobacter. C'est un cas clinique que Jean-Marc avait décrit en 2011 dans JID, où on avait, au cours d'un traitement d'un patient qui a été hospitalisé, on avait une souche d'Acinetobacter qui était résistante à la majorité des antibiotiques, mais restait quand même sensible ou bien intervenue à la rifampicine. On a utilisé ces deux antibiotiques-là pour traiter la patiente. Et quelques temps après, regardez, on a une résistance à tous les antibiotiques. La bactérie est devenue complètement résistante à ces antibiotiques. Donc, on a séquencé les deux génomes et les comparé pour essayer de comprendre pourquoi il y avait cette résistance. Par contre, d'ailleurs, ces deux génomes-là ont été séquencés maintenant dans notre laboratoire en utilisant ces nouvelles technologies de séquençage à haut débit, à savoir le 454, mais également le solide. Et là, j'essaie juste de vous représenter le nombre de rides. Là, on avait 315 000 rides, alors que pour Enterobacter, on avait plutôt 82 000 rides, qui montre la différence de quantité de séquences. Et la profondeur également, là on a 30x, alors que pour Enterobacter, on était plutôt à 10x. Et l'autre technologie qui est le solide, on avait 15 millions de rides. C'est-à-dire que les rides sont beaucoup plus petites, mais la quantité de séquences est très importante. Et la profondeur également des séquences qui était 200 couvertures. On a assemblé ces génomes-là avec le nouveau logiciel. Et de là, on a analysé ces génomes. En faisant de l'hybridation, on a pu voir que ces deux génomes étaient 99,99% couverts. C'est-à-dire que c'est la même souche, le même clone qui a évolué pour devenir résistant à ces antibiotiques. Et là, on a comparé les deux génomes. On pouvait voir que c'est les mêmes génomes. En analysant son génome, on a pu voir qu'il y a des îlots de résistance, donc des éléments mobiles, tels que ce transposon-là, dans lequel on a retrouvé cet OXA23, qui confère la résistance à tous ces bêta-lactamines, mais y compris à l'imipenem. On a également trouvé cet intégron-là de classe 1 avec des gènes de résistance aux aminosides, également au sulfonyle. Et également la résistance à la cholicine qui est due par une mutation dans PMRA, également la mutation sur RPOB qui confère la résistance à la rifampicine. Alors j'ai voulu prendre un exemple pour montrer, juste pour confirmer quand on a une mutation avec les datas de séquence, par exemple le solide, où on avait une couverture de 200%. Là on avait la position de mutation du gène. Et là, on était couvert à 78 points, avec une taux de couverture de 78. Et là, quand on zoome à cette position, on peut mettre de manière très claire la mutation qui est associée à cette résistance. Et enfin, on a pu mettre en évidence plus de 27 gènes de résistance dans ce génome de ces bactéries résistantes à l'imipenem et également à la cholicine. Voilà. En conclusion, on a pu mettre en évidence qu'il y a une augmentation mondiale de la résistance aux antibiotiques. Chez les bactéries gram-négatives, aussi bien chez les entérobactéries, les pseudomonas et les acinetobactères, que ces gènes de résistance, il y a une grande diversité de ces gènes de résistance qui sont souvent portés par des éléments mobiles, qu'on appelle des transposons ou bien des intégrons. Le fait de séquencer des génomes, cette approche-là est un outil performant et très prometteur pour pouvoir comprendre et investiguer de manière exhaustive la résistance aux antibiotiques de ces bactéries. Mais cependant, il y a quelques barrières, à savoir l'étape du finishing, parce qu'on voit de plus en plus les bactéries sont séquencées, mais sans fermer les génomes des bactéries. Parce que d'après notre expérience, on a pu voir que la majorité de ces gènes de résistance portés par ces éléments mobiles sont souvent retrouvés dans des tours de séquençage. Et la notation aussi qui sont actuellement disponibles, on n'arrive pas à clairement identifier ces gènes-là, parce que dans ces bases de données, il y a beaucoup de gènes qui sont annotés comme des hypothétiques protéines, et les gènes de résistance également ne sont pas bien identifiés dans ces bases de données. Ce qui veut dire que souvent, quand on a le génome, on récupère les séquences derrière, on va refaire des blasts, les comparer avec d'autres bases de données pour pouvoir ressortir la notation de ces gènes. Et puis là, on a utilisé l'analyse comparative, qui est un outil performant pour peut-être faire répondre à des questions taxonomiques. C'est le cas d'Enterobacter. On a pu montrer que c'est un Klebsiella. On a compris la résistance à la cholestérol. En utilisant la génomique comparative, on a pu mettre en évidence le phénotype de résistance d'Acinetobacter baumannii. Et puis, au cours de cette thèse, on a pu développer des outils de diagnostic qui sont actuellement utilisés en routine à l'hôpital pour détecter et surveiller la dissémination de ces gènes de résistance.
Alors, comme perspective, il serait maintenant très important et très utile, d'ailleurs comme on l'a montré dans la revue, il y a peu de publications qui utilisent ces nouvelles technologies pour séquencer des génomes de bactéries multirésistantes. Il serait important d'utiliser ces outils-là pour mieux explorer et mieux comprendre la résistance de ces bactéries aux antibiotiques. De la même manière, il faudrait également développer de nouvelles bases de données pour mieux annoter les génomes, mais également pour concernant la résistance aux antibiotiques, de développer des bases de données. D'ailleurs, il y a un étudiant en postdoc dans notre laboratoire qui est en train de développer une base de données de gènes de résistance. De la même manière, il y a une approche très utile qui est actuellement en train de développer pour découvrir des gènes de résistance, qu'on appelle la génomique ou la métagénomique fonctionnelle. On avait une étudiante qui a été en master dans notre laboratoire qui a commencé à travailler sur cette approche où l'idée c'est d'extraire tout le génome de la bactérie, de les fragmenter en bouts de séquence, de les cloner dans des vecteurs d'expression et faire pousser ces bactéries dans des milieux de sélection qui permettaient de trouver, si jamais un gène de résistance, de pouvoir les découvrir. De la même manière, il faut utiliser maintenant des nouvelles approches, on appelle des approches alternatives des analyses phylogénétiques pour étudier et comprendre l'origine de ces gènes de résistance, tels que les networks ou les forests, qui permettent de comprendre comment les gènes de résistance peuvent se créer ou leur origine. Et enfin, actuellement, il y a encore d'autres projets qui sont en train d'analyser et de finir. Voilà. Pour terminer, voilà, je compte tout d'abord remercier le professeur Jean-Marc Rollin. Je pense pour moi, il a été plus qu'un directeur de thèse. Voilà, il m'appelle d'ailleurs mon garçon, tellement, enfin, on a dépassé cette relation étudiant-directeur de thèse. Il m'a beaucoup façonné, sa manière de travailler, sa curiosité. Enfin, j'ai beaucoup appris à ses côtés, quoi. Et je le remercierai vraiment jamais assez. Et je remercierai également le professeur Didier Raoult. Je dirais de m'avoir donné l'opportunité de faire cette thèse également, mais de m'avoir fait confiance en m'accueillant dans son laboratoire. Je remercie également le professeur Bernard Lascola d'avoir accepté de faire l'honneur d'être le président du jury de cette thèse. Je remercie également les professeurs Max Morin et Estelle Jumas-Bilac d'avoir accepté déjà d'être rapporteur de cette thèse, mais vous êtes déplacés aujourd'hui jusqu'ici pour juger la qualité de ce travail. Je remercierai également mes collaborateurs qui ont participé à la réalisation de ces différents projets. Et permettez-moi de citer Mireille Henry, Adil ou Linda qui m'ont beaucoup aidé, Fadi également, qui m'ont beaucoup participé à ces différents projets-là. Je remercierai également tous les étudiants de l'unité, notamment ceux de Pharma, la Dream Team, comme dirait Merhem. Et je remercie également tout le personnel de l'unité, aussi bien les ingénieurs, les bioinformaticiens, les techniciens. Et je remercie mes amis aussi, les Mignan, Cher, qui m'ont beaucoup aidé pour ce jour-là. Et je remercie toutes les personnes aussi présentes aujourd'hui à cette soutenance. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, je vais donner la parole au rapporteur. Qu'est-ce qui commence? Honneur aux dames. Merci. Donc, merci pour cette présentation. Merci pour m'avoir permis de lire et de juger votre travail. Et je remercie aussi bien sûr Jean-Marc d'avoir pensé à moi, sachant que chaque fois que nous venons à Marseille pour une thèse, on apprend beaucoup parce que du coup on lit beaucoup. Parce que combien 12 ou 14 publications pour une thèse, il n'y a qu'ici qu'on trouve ça, donc ça vaut la peine de faire un tour, ça nous permet de nous mettre à jour de la bibliographie. Donc dans mes commentaires au départ, j'avais, et je fais toujours un petit peu ça ici, c'est que je suis un petit peu réservée parce que en effet le laboratoire est d'excellente qualité, on va dire exceptionnel aussi en termes de production. Du coup, vu le format que vous impose l'école doctorale, qui est un format un petit peu linéaire, de juxtaposition de publication, on a un peu de mal à juger à la fois du travail personnel du candidat et peut-être de son appréhension propre du travail. Alors là, donc je ne suis pas venue pour rien, puisque vous m'avez à peu près convaincu sur c'est bien votre travail, sans aucun doute. Et ce que j'ai particulièrement apprécié aussi dans votre présentation, c'est que vous l'avez recentré sur ce qui me paraît être
l'élément essentiel. Vous le disiez vous-même par une petite phrase au départ, c'est le point phare de mon travail. Puis finalement, il se trouvait un petit peu dilué dans le reste. Et là, vous montrez à quel point c'est un très bel article que vous avez là, avec à la fois les aspects, je dirais, technologiques, scientifiques, un niveau d'interprétation très intéressant, et ce qu'on ne trouve pas toujours malheureusement dans les articles de génomique, aller un peu plus loin, et aller vers des aspects phénotypiques de la souche, et vous revenez sur, vous tirez un certain nombre de fils de cette séquence, et puis vous finissez par le concept, on va dire. Donc vraiment c'est un bel article de génomique, et c'était dommage de le... Bon, il est passé dans un beau journal aussi, mais c'était dommage de le lisser un petit peu par cette présentation. Donc là, vous l'avez vraiment très, très bien mis en valeur. Alors en termes de... Je vais reprendre le fil de votre travail, ou plutôt de votre présentation. En fait, sur les aspects généraux, donc sur le background, dans votre présentation, vous nous présentez essentiellement une augmentation comme bon témoin de l'émergence de la multirésistance. Vous nous présentez les publications et des nombres de publications. Est-ce que ça vous paraît une bonne façon de témoigner de cette émergence? Quels sont les biais qu'il peut y avoir en se servant simplement des publications pour dire que ça émerge? Effectivement, en fait, quand on a voulu faire ça, c'était juste pour montrer qu'il y avait une augmentation de cette résistance. Enfin, je pense que c'était peut-être certainement, il y aurait d'autres méthodes pour montrer cette émergence. Mais on a voulu juste regarder par année quel a été le nombre de publications, pour mettre l'accent vraiment sur cette émergence de la résistance aux antibiotiques. Donc ces publications, c'est un nombre de descriptions Oui, parce qu'en fait, on a croisé sur PubMed juste la résistance aux antibiotiques et les entérobactéries, pour voir combien de publications étaient rapportées d'année en année. Et on pouvait le voir que chaque année, il y a le nombre de publications. Et je pense que d'une partie également, ça reflète également le fait qu'il y a une augmentation de la résistance. Donc il y a de plus en plus des publications qui rapportent cette résistance aux antibiotiques. Est-ce que vous avez lissé avec des témoins, par exemple? Est-ce qu'on sait quelle est l'augmentation en nombre de publications sur un sujet moins d'actualité, plus plat, je dirais, quelque chose où il ne se passe pas grand-chose? Est-ce qu'on a une idée de l'augmentation des publications par an, comme ça? Je n'ai pas dû chercher ça, je dirais. Puisqu'on était plus axé sur cette résistance aux antibiotiques, on n'a pas... Non, je me disais en le lisant, j'ai pas forcément d'idées meilleures, mais je me disais en le lisant que vous aviez peut-être... Il y avait peut-être d'autres arguments à mettre en avant. D'autant plus également, il y a des publications qui rapportent, qui disent de manière claire qu'il y a une augmentation. Donc nous, on a voulu peut-être, c'est notre manière d'évaluer cette augmentation-là. Mais il y a quand même pas mal des revues qui sont rapportées pour mettre en évidence qu'il y a une augmentation. D'ailleurs, j'en ai parlé là sur le congrès qui disait que c'était aux États-Unis en 2011, qui a réuni des chercheurs scientifiques qui rapportaient qu'il y a une augmentation de cette résistance. Et ça causer d'importantes infections, mais également des décès. Ensuite, sur cette, finalement, l'objectif de tout votre travail et son titre, analyse génomique, le titre n'est pas orienté, mais dès le début, quand même, vous mettez en valeur l'approche génomique, en nous disant tout ce qu'elle apporte, tout ce qu'elle peut apporter. Et finalement, on se dit puisque vous avez fait un petit bilan là, de l'ensemble des publications de génomique au départ, finalement, qu'est-ce que la génomique a changé dans notre approche, je dirais, quotidienne de cette multirésistance aux antibiotiques? Certes, je pense que la génomique, déjà, ça permet de voir de manière exhaustive la résistance de ces bactéries. Parce qu'on utilise souvent des outils, la biologie, la PCR ou la PCR en temps réel, qui ciblent spécifiquement un gène ou d'autres. Alors que quand on a analysé les génomes, ils ont séquencé ces bactéries, on a une grande diversité de ces gènes de résistance. Mais certes, je pense que le fait de séquencer ces génomes, il y a également d'autres
améliorer ça à faire, c'est-à-dire de faciliter l'analyse de ces séquences génomiques. Parce qu'on a une grande quantité de séquences, mais on n'arrive pas, peut-être forcément pour des laboratoires, des médecins ou cliniciens, de pouvoir analyser cette quantité de séquences-là. Donc de faciliter peut-être le fait d'utiliser la séquence complète pour essayer de voir quelles sont les résistances, quels sont les gènes de résistance. Ça peut être une approche, mais il y a quand même des améliorations à faire pour faciliter le fait d'analyser ces séquences et de pouvoir les interpréter. D'accord. Vous m'amenez vers une question que je voulais vous poser plus tard. Sur la séquence d'Enterobacter aerogenes, vous avez donc retrouvé 280 gènes, c'est ça, en relation avec la résistance. Finalement, je me demandais là aussi à titre comparatif, c'est une bactérie que vous avez choisie parce qu'elle est multirésistante, parce qu'elle a été à l'origine d'une infection grave, mortelle. Qu'est-ce que ces 280 gènes, comment vous pouvez me les relativiser par rapport à d'autres bactéries, par rapport par exemple à une bactérie environnementale multirésistante que j'ai peut-être sous ma chaussure? Il y en a 280. Finalement, qu'est-ce qui dans ces 280, est-ce que votre approche de génomique vous a montré, vous a expliqué pourquoi cette bactérie avait tué la patiente? Je dirais elle a tué la patiente parce que les antibiotiques déjà qu'on utilisait ne marchaient plus, à part la gentamicine qu'on a utilisée. Et ça, à votre avis, ça portait sur combien de gènes, cette résistance clinique qui fait qu'il y a un échec thérapeutique par rapport à ces 280? Je dirais que c'est plus au plasmide qu'on a trouvé dans cette bactérie-là. Parce qu'on a une plasmide qui se diffuse, qui peut transmettre d'une bactérie à une autre et qui était porteur de ces gènes de résistance. Et il y a d'autre part, il y a également le plasmide, mais il y a aussi le fait d'avoir cette mutation dans ce gène PMRA qui a probablement été la cause de la résistance à la cholécyste qu'on avait utilisé comme dernier recours. Mais après, les 280, on a pu mettre en, il y a beaucoup de composés de flux qui sont plus ou moins trouvés dans les génomes des bactéries. Mais c'est plus axé par les gènes, je dirais, enzymatiques qui ont fait cette résistance aux antibiotiques, qui ont été probablement à l'origine de ce phénotype particulier de cette souche-là. Notamment ce plasmide qu'on a pu montrer que ça a été acquis par provenant probablement de Yersinia ou de Photobacteria. C'est plus les gènes enzymatiques. Donc, en fait, vous me confirmez, il est clair qu'elle était phénotypiquement multirésistante et fonctionnellement même. Mais vous me confirmez donc que vous avez aussi trouvé un génome multirésistant par rapport à ce qui est trouvé chez d'autres. D'ailleurs, on avait fait à un moment donné une comparative du nombre de gènes publiés dans les génomes publiés. Mais je pense qu'il faisait partie des top 3 ou de bactéries vraiment où on avait énormément de gènes de résistance. Et aussi, il y a le fait qu'il y avait également beaucoup de gènes de résistance aux métaux lourds qui permettent à la bactérie d'évoluer dans les environnements hostiles parce qu'ils sont quand même lourds. Et il avait énormément de gènes de résistance à ces métaux lourds-là. Lui permettait de s'adapter dans des environnements spécifiques. Donc en fait, là aussi dans votre présentation, toujours sur le même thème finalement, à quoi ça sert? Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça pour comprendre? Vous nous dites que finalement il y a très peu de génomes qui ont été séquencés dans ce but. Oui, et que ceux qui ont été séquencés dans ce but, c'était pas forcément pertinent. Le plus pertinent, c'était une souche que vous aviez ici, que vous avez séquencée ici, c'est la vôtre. La plupart qui ont séquencé les gènes, ils ont compris d'une part la résistance, parce que quand on fait les PCR, on ne sait pas quelle est la cause. Comme il y a une grande diversité également de ces gènes de résistance, on peut avoir 5 ou 6 jusqu'à 10 gènes qui peuvent conférer la résistance à tels antibiotiques. Et de manière spécifique, on ne peut pas savoir lequel c'est. Et quand ils séquencent les génomes, ils peuvent voir parmi ces listes de gènes à qui est probablement associé à cette résistance. Mais aussi, on montre dans le fait de savoir séquencer les génomes, les éléments mobiles, comment ils s'intègrent dans les génomes. Et souvent, tous ces gènes de résistance sont localisés dans ces éléments mobiles. D'ailleurs, c'est l'exemple que je donnais avec Acinetobacter. On voyait qu'il y avait des îlots de résistance qui s'intégraient de manière spécifique dans les génomes. Donc, il y a probablement, on comprend comment cette résistance est acquise. Et que ce qu'on avait fait d'ailleurs quand on comparait les deux génomes que j'ai analysés des deux Acinetobacter, on avait trouvé cet îlot de résistance qui est intégré dans le génome et qui était à l'origine probablement de la résistance à l'ensemble des bêta-lactams également. Et aussi de permettre juste, d'accord, il y a des mutations qu'on pourrait certainement faire par PCR et séquençage et voir qu'il y a ce gène-là qui est muté et qui est associé. Mais le fait d'avoir ce génome permet également de pouvoir comprendre certains phénotypes. Donc je suis d'accord, mais je vous cherche un peu sur ce point parce que là aussi dans votre
dans votre première partie de généralité, vous nous laissez miroiter que ces petits séquenceurs, bientôt, là, on va l'avoir tous sur notre paillasse. Et finalement, si on les a tous sur notre paillasse, il faut que ça serve, au-delà de ce que vous m'expliquez là, ça me passionne du point de vue parce que je fais de la recherche en microbiologie. Mais je me dis, puisque vous avez publié dans une revue d'experts où on vous demande aussi une certaine perspective à 5 ans, à 10 ans ou plus, comment vous le voyez ce passage en fait entre cette masse de connaissances qu'on peut tirer, que vous venez de clairement m'exposer là et me convaincre que ça vaut le coup de le faire, et comment on va pouvoir passer à de la microbio de routine génomique et se servir de ça finalement? Je pense d'une part, il faudrait, comme je le disais tout à l'heure, il faudra faciliter le fait d'utiliser ces séquences, de les analyser. Parce qu'actuellement, les bases de données ou bien les logiciels, tout ça, il faut avoir des connaissances souvent de bioinformaticiens ou vraiment des connaissances un peu plus poussées pour pouvoir les analyser. Il faudra réfléchir dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a des small, comme je l'ai appelé, des compact small séquenceurs qui permettent de séquencer le génome en 3 jours. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces séquences-là? Il faut quand même pouvoir les analyser et les interpréter. Il faudra peut-être améliorer et développer des outils, des logiciels qui nous permettront de mieux interpréter tout ça. Et ça, avec votre vision de ce domaine et peut-être votre avenir aussi, est-ce que vous voyez ces aspects-là se développer? À quel terme? Peut-être au niveau assemblage, certainement, ce sera un peu plus compliqué. Mais une fois qu'on a la séquence génomique complète, je pense qu'il y a des moyens de pouvoir les analyser. Il y a quand même actuellement beaucoup de logiciels comme le bioserveur que j'ai présenté tout à l'heure. C'est un bioserveur public et accès à tout le monde et c'est très facile à utiliser. Jean-Marc me demandait de faire une formation à tous les étudiants dans le labo. On leur donne un génome et on leur demande de les analyser. C'est-à-dire qu'il y a actuellement maintenant des logiciels qu'on pourrait utiliser. Une fois qu'on a la séquence, on peut quand même, il y a des moyens de l'analyser. Mais c'est avant, c'est au niveau de l'assemblage, comment on fait une fois qu'il y a la sortie de séquence, les nombres de rythmes, parce qu'on peut avoir 15 millions de rythmes, et les assembler et les utiliser. Là, peut-être il y aura des progrès à faire. Mais la séquence, je pense qu'il y a on pourra plus ou moins les analyser. Toujours dans les progrès possibles, comment je suis tout à fait convaincue comme vous que c'est mieux d'avoir une séquence fermée. Ceci dit, vous nous avez montré comment vous avez fermé votre séquence et je dirais, tiens, il a fermé un petit peu à l'artisanal. Est-ce qu'on peut envisager là aussi des progrès pour qu'on ait d'emblée, parce que les outils qu'on a actuellement, je dirais, on n'y arrive pas encore. Par exemple, d'un coup séquencer le génome de la bactérie et avoir la séquence complète. Quoique il y a des nouvelles comme les nanopores, ils ne sont pas encore disponibles, mais il y a des publications qui disent qu'on peut avoir maintenant des outils qui peuvent séquencer le génome d'un trait, parce que la séquence complète du génome. Mais actuellement, les outils qu'on utilise, soit le 454 ou le solide, on n'a pas encore cette avancée-là, cette technologie pour pouvoir d'une manière, d'un coup, pouvoir avoir la séquence complète. Et il faut absolument passer par cette étape de finishing, et qui est quand même très très longue, très difficile et très facile de réaliser. Il y a encore des progrès à faire. D'accord. Donc je vais passer, sur un certain nombre de points pour ne pas prendre trop de temps. Et sur la souche d'Enterobacter aerogenes, c'est une souche qui appartient globalement à ce clone. Il y a très longtemps de ça, parce que c'était, je crois, en 99, les Marseillais à l'époque avaient décrit l'émergence de ce clone dit français d'Enterobacter aerogenes. Elle en fait partie, cette souche. Elle fait partie globalement de ce... Ouais, je pense que quand on a présenté le projet de séquençage du génome, on en parlait qu'il faisait probablement partie de ce clone émergent en Europe ou en gros en France, en Belgique, en Espagne également. Ce qui avait été très, très spectaculaire à l'époque, c'est ce que j'appellerais le succès le succès épidémique de cette souche. Elle était allée très très vite et on l'avait trouvée dans tous les hôpitaux français. Très vite, on ne trouvait presque plus qu'elle. Dans votre approche, vous avez parlé de l'opportunisme, du pouvoir et de l'usage. Qu'en est-il, à votre avis,
qu'est-ce qui permet de comprendre que cette souche a eu du succès? Parce que là, j'en reviens encore une fois à mes semelles, mais je pense qu'il y a un grand nombre de souches bactériennes qui ont ce OPU, comme vous dites, qui ont l'opportunisme, qui ont le pouvoir d'acquérir du nouveau et qui ont le pouvoir de s'en servir parce qu'elles ont conservé. Donc qu'est-ce qui va faire que certaines... Ou est-ce que dans votre séquençage total, est-ce que par les comparaisons de génome... Je dirais que quand on a voulu peut-être expliquer le fait qu'elle est particulière et qu'elle a probablement acquis tous ces gènes-là, on a voulu juste tout simplement comparer les caractéristiques qu'elle a, par exemple le nombre d'opérons-ribosomiques, les tRNA, la taille du génome, également le GC% des bactéries. On a comparé avec des bactéries où on a décrit qu'ils pouvaient avoir ces capacités-là. On a appelé les bactéries sympathiques. Ce sont des bactéries qu'on retrouve dans l'environnement. On a essayé de faire cette comparaison-là, de voir qu'un bactérie, il avait au moins 8 opérons ribosomiques, il y avait 87 tRNA dans son génome. Donc il y a une capacité de traduction et... Mais on est d'accord, comme d'autres. Mais comme les bactéries sympathiques. Ça vous a permis de les placer dans les sympathiques. Ouais, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a ces super bugs elles ont ces caractéristiques communes, mais il y a un mot qui apparaît très peu, je suis d'accord avec vous et je suis plutôt dans cette dynamique-là. Il y a quand même le mot virulence, il apparaît très peu dans votre travail. Est-ce que vous pouvez quand même, est-ce qu'il n'y a pas finalement au bout du compte un petit peu de virulence quand même qui fait que certaines souches ont, je dirais que, ont ce succès pathologique et épidémiologique? D'accord. Je dirais qu'on n'a pas peut-être regardé trop cet aspect de virulence-là. Peut-être certainement, souvent, quand les bactéries sont virulentes, c'est associé à des systèmes toxines, antitoxines, ils ont une capacité quand même à résister au système, par exemple, immunitaire. Mais cet aspect de virulence, on n'a pas trop analysé, donc je pourrais peut-être certainement pas vous... Et dans votre... Vous avez de quoi dans la séquence? Vous auriez de quoi de prouver cette virulence? Non, en fait, je pense pas. Non, je crois pas. À part peut-être, on a trouvé quand même des toxines, antitoxines, par exemple, pas dans le plasmide, mais quand on a comparé entre notre souche avec la souche de référence ATCC, on avait des systèmes antitoxines, des séquences de phages également, mais enfin, je ne sais pas si on pourrait avancer ces gènes-là comme étant associés à la virulence de la bactérie. Alors, je vous propose pour la prochaine fois, pour la suite, parce que ça fait, du coup ça fera opus, ça serait chouette si on faisait opportunité, pouvoir, usage et succès. On aurait compris peut-être. Prochain opus, on fera ça. Un mot sur la taxonomie. Donc là, vous allez simplement un point pratique. Je pense qu'elle mériterait tout à fait de changer de nom. Je suis convaincue. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui est fait pour essayer d'introduire la génomique dans la vieille systématique bactérienne? Est-ce qu'il y a des efforts dans ce sens? Comment vous allez procéder là? Pas encore dans la génomique, parce qu'il me semble que ça a été publié, il y a Stockerman, je pense, qui avait proposé d'utiliser maintenant, par exemple, les housekeeping, le MLST ou l'hybridation DNA-DNA. Parce que les critères phénotypiques, on comprend maintenant que la plupart du temps, c'est dû à des éléments mobiles acquis ou perdus. Mais la génomique, je ne pense pas qu'il soit encore... Pas qu'il y a encore des publications qui proposent de maintenant d'utiliser la génomique pour probablement faire de la taxonomie. Mais concrètement, non, je ne pense pas que c'est encore des publications qui peut-être recommandent d'utiliser cette génomique-là pour faire de la taxonomie. C'est plus sur, genre, comme je le disais, l'hybridation de silicone ou les MLST. Et donc votre hybridation in silico, c'est sur... Vous avez procédé comment? Vous avez tenu compte uniquement des gènes communs? Non, la séquence, on a pris la séquence génomique de la bactérie et on l'a alignée avec les Klebsiella d'une part et avec les enterobactères. On a utilisé des critères de BLAST de comparaison qui les évaluent
qui tient compte du taux de couverture de la séquence, donc la longueur d'alignement, mais également du pourcentage de similarité. Et là, on a calculé à quel pourcentage le génome d'Enterobacter est couvert par les Klebsiella. Et on avait 75% de couverture. Et en utilisant les mêmes critères de comparaison, quand on compare avec les Enterobacter, il est découvert à 50%. Donc c'est pas un pourcentage, ça tient compte du pourcentage de similarité, mais plus du taux de couverture de l'alignement du génome. Donc finalement, cette approche n'est pas basée uniquement sur le génome commun entre les deux bactéries que vous comparez. Là, on a fait un taux de couverture, mais je pense que quand on a fait la comparaison protéomique, si on prend toutes les séquences protéiques du génome, on l'a montré que de manière globale, ces protéines étaient plus du Klebsiella que d'Enterobacter. C'est pour ça que presque je suis, si on le compare à l'ancienne méthode de taxonomie d'hybridation ADN-ADN classique, l'hybridation ADN ne tient compte que de ce qu'il y a en face. Et je me dis que votre approche protéomique est plus de l'hybridation ADN-ADN in silico que votre autre approche. Elle correspond plus en termes d'information. Mais seulement quand on fait la comparaison protéomique, il y a peut-être tout ce qui est séquence intergénique, tout ce qui n'est pas codant qu'on ne tient pas en compte. On prend que les gènes, les protéines. Donc forcément, il y a quand même des séquences qui restent et qu'on n'introduit pas dans la comparaison. Quand on fait cette hybridation in silico DNA, donc on tient compte tout la séquence génomique. Et là, on parle d'ADN et pas de protéines. Du coup, c'est plus ou moins. Je finis. Je finis par juste un concept, puisque vous invoquez même Gilles Deleuze dans votre travail. Pourquoi un rhizome? Je suis d'accord mais pour moi un rhizome c'est dessous. Donc est-ce qu'on a vraiment affaire à un rhizome ou est-ce qu'on a affaire à un buisson? On ne voit pas peut-être de la même manière que cette définition du rhizome du coup, parce que comme nous on l'a décrit pour dire que c'est que les gènes, enfin, ils n'ont pas forcément une origine verticale. C'est-à-dire que les génomes, il y a des origines vraiment très diverses qui permettent de reconstruire et de donner une bactérie. Disons que dans le rhizome, il y a un côté racinaire. Pas forcément. Peut-être c'est souligner juste le fait que ça fait un emplacement, ça part dans tous les sens. Donc, dans ce sens-là ou dans ce là. Donc, quand vous montrez la dynamique, y compris comparé deux souches là, actuellement, vous montrez cette dynamique et donc ces échanges permanents qu'il y a. Moi, on est dans la vision quasi philosophique. Je le vois actuel, donc je le vois plutôt sur Terre, sous forme d'un buisson au-dessus du sol, et non pas comme un rhizome. Allez, je vous laisse. Félicitations et vraiment merci pour vos réponses et je n'ai plus aucun doute sur votre appropriation du sujet. Merci, donc la parole maintenant est au professeur Max Morin. Merci Monsieur le Président. Avant de vous poser des questions, je voudrais vous féliciter pour le travail accompli qui est quand même assez colossal et aussi pour votre présentation parce que justement il y avait beaucoup d'articles. Je me suis demandé comment vous alliez présenter ça et je trouve que vous avez fait une bonne synthèse. C'est très bien présenté. Alors moi forcément j'ai un peu les mêmes questions, mais je vais vous la poser à l'envers. C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup de génomes pour les bactéries résistantes. Et vous avez en fait bien montré l'intérêt de séquencer tous ces génomes. Et moi, je vais vous poser une question, c'est quelles sont les limites actuellement de cette technologie? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça? La limite de cette technologie en termes de résistance aux antibiotiques. Vous avez la totalité du génome, forcément vous avez montré les gènes de résistance, la globalité, l'emplacement des gènes, l'entourage des gènes, les différentes mutations, et puis ça permet une approche globale de la résistance. Mais qu'est-ce qu'on peut, en termes de résistance, quelles sont les limites actuellement de cette approche? Quels sont les mécanismes qu'on ne peut pas voir, par exemple? Des limites, peut-être qu'il y en a, je dirais que certainement, mais
En tout cas, ça nous apporte, je dirais, il y a plus d'avantages à faire ça parce que les techniques qu'on utilisait qui ciblaient de manière spécifique le vitalation, alors que la génomique permet quand même de voir de manière globale et exhaustive tout ce qui est génération. Des limites, personnellement, enfin, je ne saurais pas vous dire que... Il y a, par exemple, des limites d'expression, parce que là, vous regardez les gènes, et en termes d'expression, là, par exemple, je me posais une question. Vous parlez beaucoup de gènes des systèmes d'efflux. Et c'est vrai que vous en trouvez beaucoup chez ces bactéries-là, mais est-ce que vous arrivez, par cette approche-là, à avoir une idée des systèmes qui sont surexprimés, ou qu'est-ce que vous allez avec la génomique, je ne pense pas. Pour le moment, certainement, il y aurait d'autres outils. Mais la génomique, effectivement, je pense que c'est l'idée d'aller voir est-ce qu'il y a ces gènes-là qui sont présents dans ces séquences. Mais de manière fonctionnelle, mieux vaut peut-être faudra faire des micro-arrêts ou utiliser d'autres technologies. Mais probablement, la génomique ne permettrait pas de mettre en évidence tout ce qui est fonctionnel certainement dans ces bactéries-là. Est-ce que vous avez repéré des mutations dans les gènes codants pour les systèmes d'efflux, ou alors des mutations qui pourraient affecter les régulateurs, des choses comme ça, qui déjà vous donneraient la puce à l'oreille, c'est-à-dire vous direz, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose dans ce domaine, ça vaut le coup d'aller plus loin, de faire de l'expression. Malheureusement, non, je dirais qu'on essaie plus de s'intéresser à ces gènes plutôt enzymatiques ou impliqués à la résistance cholestérols. Mais concernant les pompes de flux, enfin, on n'a pas vraiment trop travaillé là-dessus, dans ce sens-là, dans ce domaine-là. Après, il y a des mécanismes épigénétiques, des méthylations, des choses comme ça qu'on ne voit pas par cette approche. La résistance au microlyse, des choses comme ça qui peuvent échapper un petit peu. Mais quoique, enfin, fonctionnel, on a quand même également fait un peu de travail pour comprendre certains mécanismes qui concernent, par exemple, la porine ou la résistance aux pseudomonas. On a vu qu'il y a, en faisant de la génomique, on a pu voir que ce gène-là a été inactivé parce qu'il y a une insertion de séquence qui vient couper le gène, et le fait d'avoir cette protéine non exprimée va faire qu'on a une résistance à... Mais par rapport aux pompes de flux, je ne dirais pas, non, on n'a pas trop cette. Alors j'ai des questions un peu plus spécifiques. C'était alors déjà l'histoire de l'Enterobacter aerogenes qui est une Klebsiella, c'est sûr, c'est très intéressant. Et du coup on se pose des questions, on se dit finalement cette bactérie c'est un multipode de différentes bactéries. Du coup on se dit est-ce que ça a un sens de lui donner une classification? Est-ce qu'il faut la mettre dans les Enterobacter, dans les Klebsiella ou les nouveaux genres En tout cas, son corps génome, il montre que c'est un Klebsiella. Donc il faudrait au moins quand même accepter de le reclasser. Mais nous, on a produit de la présence du coup Klebsiella aeromobilis pour garder son origine aéromobilis et mobile parce que c'est une bactérie mobiliste. Mais ouais, il faudrait quand même au minimum le reclasser, je pense. Là, c'est une souche que vous avez étudiée. Oui, c'est l'espoir. Est-ce qu'on a une idée, déjà, je pense que oui, de l'hétérogénéité à l'intérieur de ce qu'on appelait les Enterobacter aerogenes? Est-ce que c'est très homogène, ou est-ce qu'il y a une espèce de continuum entre Klebsiella et Enterobacter? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a une grande plasticité de ces génomes-là. Il y a énormément de gènes qui s'échangent. Donc peut-être il serait important ou intéressant d'évaluer cette homogénéité de ces génomes-là. Mais en tout cas, son corps génome montre que c'est un Klebsiella, mais évoluer peut-être serait intéressant de le faire effectivement. Du coup, c'est vrai qu'au départ, on faisait de la classification phénotypique, on est passé à la classification génétique, on a étudié des gènes comme le CESS, on voit bien des limites, on passe au RPOB, on se dit que si on prend un autre gène, on aura peut-être encore des résultats différents. Finalement, on se dit que si on arrive à avoir la totalité du génome des bactéries, ça sera plus simple. Tout à fait, effectivement. Là, on avait utilisé CESS, mais moi, je vous ai présenté RPOB, mais on avait fait également le MLST. On concatène les 7 housekeeping genes, et ça nous montre également la même topologie que RPOB, qui confirmait que c'est un Klebsiella. Mais en tout cas, pour les Enterobactéries, on a clairement montré que c'est pas bon pour faire la taxonomie. Peut-être pour les autres espèces ou d'autres genres bactériens, ça marche, mais en tout cas, pour les Enterobactères, ça marche pas du tout. Et d'ailleurs, on a peut-être vu, je dirais, je sais pas. Alors, plusieurs fois, dans plusieurs articles, vous mettez, en particulier pour la résistance à la colistine, vous parlez des mutations affectant PMRA, et à chaque fois vous dites c'est probablement la cause 2. Alors en fait, quelles sont les évidences actuellement pour dire, parce que quand vous décrivez que c'est le gène qui modifie le LPS, le lipide A, oui. Pourquoi à chaque fois vous dites c'est probablement? Parce que peut-être certainement il y aura... une démonstration définitive ou pas? Définitive, je dirais, parce que la science, ça évolue et qu'on a certainement d'autres raisons et d'autres causes.
Mais nous, au moins, on a montré que cette mutation-là, vu qu'on l'a clonée et exprimée sur un vecteur d'expression, on a relevé de manière sensible la résistance à la choléstérine, qui pouvait montrer qu'il y a une association de cette résistance par rapport à cette mutation-là. Mais de dire de manière catégorique que c'est totalement dû à ça, je ne pense pas qu'on pourrait le dire. Forcément, il y a peut-être d'autres gènes ou d'autres mécanismes qui interviennent également en jeu. Vous avez essayé d'enlever la mutation Non. En plus, c'est une mutation également qui a été décrite aussi, parce que je l'ai dit tout à l'heure, que ça a été décrit, c'est Salmonella, la même mutation qui a été décrite, qui était associée à ça. Donc, ce qui manquerait, c'est d'enlever la mutation, la reconstruire, des choses comme ça pour démontrer de façon définitive. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'une source sensible, on l'a repiqué sur cholécine. Après 12 passages, il est devenu résistant et on a séquencé le gène et on a retrouvé la même mutation. Ça, on l'a fait. Mais peut-être partir d'une source et enlever la mutation. C'est toujours pas une preuve définitive, mais il y a de bons arguments. Effectivement. Oui, juste à un moment donné, vous dites chez Enterobacter aerogenes, trouver un plasmide conjugatif, vraisemblablement acquis, c'est peut-être pas la phrase exacte, de Yersinia pestis. Alors ça m'a surpris, mais est-ce que vraiment il peut y avoir un échange entre ces bactéries? Où est-ce qu'en vérité ces deux bactéries, par exemple, ont acquis ce fragment d'ADN d'une autre bactérie? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer des échanges entre Enterobacter aerogenes et Yersinia pestis? Parce qu'on sait qu'on peut Yersinia pestis, c'est plutôt un genre, je ne sais pas si je peux dire c'est une bactérie de l'environnement, mais il y a peut-être Photobacterium également. Ce qu'on a fait dans cette plasmide, c'est qu'on a comparé complètement la séquence, le corps génome, et on voit que ça ressemble identiquement à un plasmide de Yersinia pestis. Mais après, comme les plasmides également, ça se passe par des combinaisons, on peut supposer que ça lui est peut-être acquis par... Sur Yersinia enteropolitica, j'aurais dit, bah tiens, il peut y avoir le même biotope. Bon, là, Yersinia pestis, ça fait... C'est pas le même, ouais, effectivement, c'est peut-être une origine commune. Alors, l'histoire du Pseudomonas avec la nouvelle séquence d'insertion que vous décrivez dans le PRD qui montre la résistance. Du coup, c'est intéressant, ça, une nouvelle séquence d'insertion que vous décrite. Est-ce qu'il y a des phénotypes différents en fonction du type d'insertion de séquence? Et en quoi c'est original? Qu'est-ce que ça amène de plus par rapport à ce qui était connu? Est-ce que c'est juste de dire qu'il y a une nouvelle IS qui peut se trouver là? Ou est-ce que ça a d'autres conséquences? Est-ce que le phénotype est différent? Ce qui nous a surpris dans ce cas-là, c'est que cette chose-là, on l'a isolée d'une patiente qui n'a jamais reçu de l'imipenem. Souvent, par exemple, Enterobacter ou Acinetobacter, au cours du traitement de l'antibiotique, on a cette résistance-là. Mais cette chose-là, il a été isolé d'une patiente qui n'a jamais reçu cet antibiotique et qui est devenue résistante à l'imipenem. Et quand on a fait des tests enzymatiques, il n'y avait pas d'enzyme, on a vu que ce n'était pas enzymatique. Et en séquençant ce gène OPRD, on a vu qu'il y a eu une insertion. Donc c'était plus ou moins peut-être l'originalité où on a voulu peut-être mettre en évidence également. Et d'ailleurs, quand on a soumis ce papier-là dans un premier temps, les rapporteurs nous ont dit qu'il faudrait peut-être aller chercher des sources isolées du même patient qui sont peut-être sensibles et de voir est-ce que cet IS il est spécifique à cette espèce ou pas. Et quand on a fait ça, on a récupéré des sources qui ont été antérieurement isolées. Et quand on séquence ce gène OPRD, les sources sensibles, il n'y avait pas de cette IS-là, alors que les sources résistantes, on a eu cette transposition de ce gène-là. Donc on a probablement dans ces génobactéries des IS, des transposages, qui à un moment donné, comment ça se passe, pourquoi, qu'est-ce qui induit cette transposition-là, on ne sait pas encore. Mais il y a à un moment donné, se transpose qui vient inactiver ces gènes-là. Et ça peut être peut-être également fait de manière collatérale, l'utilisation de notre antibiotique qui fait bouger ces IS-là. Ça, et du coup, est-ce que cette séquence d'insertion, finalement, est-ce que ça peut être un marqueur de clonalité? Est-ce que vous avez constaté que chez les patients atteints de mucoviscidose à Marseille en particulier, ils ont tous un petit peu de souche? On a fait des PCR qui ciblent cette IS-là, comparé par exemple à la souche PAO1, qui est une souche différente, mais ils ne l'avaient pas. Et que d'autres souches également, qu'on avait isolées de Pseudomonas, isolées de la mucoviscidose, ils n'avaient pas cette IS-là. Et on retrouvait cette IS uniquement chez les bactéries qui ont été isolées de cette patiente qu'on a analysée.
Donc, ouais, pourquoi pas, je pense que ça pourrait être également un marqueur de clonalité, de suivre si jamais il y a un clone ou pas. Bon, il y a tellement d'articles que je fais un peu voir. Concernant la NDM1, qui a été retrouvée chez un patient marseillais, qui a été rapatrié d'Inde. Là, sur comment il s'est contaminé ce patient? Je dis ça parce qu'on a eu des cas similaires, pas de NDM, d'autres enzymes, mais on n'a pas toujours la notion d'un patient qui a été hospitalisé. Là, cette chose, on l'a isolé de ce patient, il a eu un accident de moto, si je me souviens pas. Donc il a été hospitalisé. Voilà, il a été hospitalisé. Et probablement, peut-être c'est au niveau hospitalier, ouais. Mais aussi, ce gène NDM, il y a beaucoup de publications. D'ailleurs, dans la revue qu'on a fait, le e-revue, qui suivent de manière interactive toutes les publications qui rapportent NDM, on montre que ce gène-là peut être également environnement, peut se retrouver dans l'environnement. Parce que, par exemple, en Inde aussi, on a montré qu'il y avait ce gène-là dans les eaux. Enfin, c'est pas forcément uniquement en milieu hospitalier, mais également, il peut peut-être l'acquérir également au niveau de l'environnement. Je vais m'arrêter sur une dernière question. J'ai été très intéressé par l'histoire de Acinetobacter baumannii résistant au carbapénème, le passage d'une forme épidémique à une forme endémique. Et ça, c'est vrai que ça fait peur, parce qu'on redoute. Nous, actuellement, on a une épidémie de VRE, on a cru juguler, et puis en réalité qui revient. En réalité, on a une crainte que des choses s'installent et qu'ensuite on ait cette bactérie en permanence. Du coup, comment on peut gérer ce type de situation et comment on peut éviter ce passage d'une phase épidémique à une situation endémique qui après est incontrôlable? D'une part, ça revient à la question, quelles sont les solutions qu'on peut proposer, par exemple, pour limiter. Forcément, je pense que c'est nécessaire également, comme on n'a plus d'antibiotiques qui marchent, de développer de nouvelles. Mais également, ça pourrait peut-être passer par le fait qu'on développe des outils de diagnostic moléculaire, comme ça NDM. Parce qu'une fois qu'on a une chose pour une résistance particulière, de tester avec des outils, ça permet probablement de limiter la dissémination et la propagation souvent de ces gènes de résistance. Ça a été le cas par exemple NDM où on a proposé et qui est utilisé actuellement en routine à l'hôpital. À chaque fois qu'on a une structure résistante à l'IUPRM, de le passer en NDM pour voir est-ce que c'est inquiétant ou pas, quoi. Donc ça pourrait être une solution effectivement pour... Et quand il n'existe pas le développement d'outils de détection, l'isolement des patients... Ouais, ça impliquera effectivement aussi d'alerter les autorités. L'éradication de la bactérie chez les patients, de cette bactérie, j'imagine ça va être difficile. Ouais, ça, probablement il faudrait utiliser d'autres molécules ou des nouvelles antibiotiques. Mais sinon... Ok, je vais m'arrêter là, je vous fais toutes mes félicitations pour ce travail. Merci. Je donne la parole à votre directeur de thèse. Merci Monsieur le Président. On va faire court parce qu'il y a une autre thèse à 14h. Donc félicitations Cédina, ta présentation était telle que je la voulais. Et donc tu as bien recentré sur les points qui étaient les points de critique du rapport, donc c'est bien. Parce que du coup c'est vrai qu'on a pu voir vraiment ce que tu as fait, ce que tu sais faire et ce que tu apportes pour tout le monde dans l'équipe. Et donc je te félicite et je pense qu'il y a des qualités qui sont indéniables, tant professionnelles que personnelles, et tout le monde le sait ici. Avoir Cédina dans son équipe, c'est vraiment une chance à tous les niveaux. Et surtout, la qualité principale de Cédina, c'est de jamais s'affoler, de jamais s'énerver, d'avancer à son rythme. Et son rythme, en réalité, est assez phénoménal, comme on peut voir sur le nombre de publications qu'il a réussi à faire. Et puis, c'est surtout une qualité d'artwork qui est sans précédent, de mon point de vue. Et donc, j'ai adoré encadrer ta thèse, ton travail de thèse. Maintenant, on va passer à autre chose, évidemment. Ensemble toujours, mais c'était vraiment un plaisir d'encadrer ta thèse et qui est probablement un des meilleurs étudiants que j'ai jamais eu. Alors on a prévu de le coincer quand même un peu encore quelques temps si tout va bien avec nous dans l'URMIC, et donc tu seras bien évidemment le bienvenu pour continuer cette aventure avec nous. Je te rappelle qu'il y a encore beaucoup de papiers à réviser, à finir, pour la petite anecdote, mais bon, je pense qu'on va s'en sortir très très bien. Je te félicite à nouveau pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu apportes aussi pour tout le monde ici. Tu vois, il y a beaucoup de monde parce que tout le monde t'aime beaucoup.
Et effectivement, c'est vrai que je t'appelle mon garçon, donc mon garçon continue comme ça. Merci. Merci. Donc moi aussi, je serai assez bref parce que je connais bien ton travail, puisque régulièrement dans les staffs de biologie moléculaire. Juste un truc, là, pendant que tu présentais, quand même, j'ai regardé sur, aussi bien sur taxonomie de ZEBI que l'NCBI, en fait, c'est accepté Klebsiella mobilis, c'est synonyme d'Enterobacter aerogenes, donc on peut utiliser les deux noms. D'accord. Donc c'est utilisable. Donc c'est... Comment il s'appelait là Bascom, voilà, il a proposé ça, et c'est un nom qui est accepté. C'est-à-dire la souche type c'est la même, c'est-à-dire il y a les deux noms qui sont acceptés et la souche type est la même pour les deux. D'accord, donc tu as le droit de... Enfin, d'ailleurs, j'ai demandé à Jean-Marc, est-ce qu'on ne pourrait pas du coup faire une lettre pour proposer à SIG de renommer cette souche? Comme nous on a proposé dans cet article de la Klebsiella. Non, mais si tu veux, il s'appelle. Il existe déjà le nom. Dans le monde de l'utiliser. C'est-à-dire tu aurais pu l'appeler, j'ai fait le génome de Klebsiella mobilis. C'était bon aussi. Autre chose, il y a des idées, juste une petite question quand même. Comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer ces fermetures de génome, quoi? Il y a des idées sur ça? Parce que moi, ça m'embête. Moi, je sais, j'ai fait mon postdoc il y a je sais pas combien d'années, quoi. Et le problème, toi tu dis, ouais, j'ai fait 200 PCR, moi à l'époque j'en ai fait 2000, tu vois. Et c'était, je vois que finalement on a avancé sur une quantité de séquences qu'on arrive à reproduire. Là, maintenant, tu vois, tous les génomes qu'on fait, on les fait par deux techniques, mais en fait on a toujours le même problème, c'est qu'on a les trous et les trous, on n'arrive pas à les fermer. Donc, tu as une idée de comment on va pouvoir faire? C'est à ça que tu nous servirais le plus. C'est peut-être avec les nouveaux techniques, j'ai parlé du nanopore là. Les séquences qui permettent, enfin des logiciels ou pas des logiciels, des technologies qui permettent de séquencer d'un coup les génomes de la bactérie. Je pense que ça va être révolutionnaire quoi. Mais à mon niveau. Maintenant il n'y aura rien quoi. Malheureusement, donc il va falloir séquencer les longs morceaux. Je sais pas, peut-être quand même le mapping, comme on a de plus en plus de génomes, il est bien possible qu'il y ait de moins en moins de trous, tu vois. Par contre on les utilise, mais il y aura quand même. Effectivement. Et puis comme les génomes sont plastiques aussi, on n'emporte pas forcément la même organisation, c'est assez compliqué. Voilà. Non, sinon, juste, je te remercie déjà d'avoir fait ce génome, quoi. Tu sais, c'est moi qui avais déposé le projet, qui avait obtenu le financement, mais bon, après, l'antibiotique, c'est pas mon truc, j'avais même oublié, c'est Jean-Marc qui m'a rappelé un jour, tu sais, c'est toi qui as vu l'argent, je me souviens plus. Voilà, donc, moi je me fais pas de soucis pour ton avenir, tu es quelqu'un d'excellent, surtout que à l'origine tu n'es pas bioinformaticien, toi. Non, voilà. Tout ce que j'ai appris au cours de ma thèse, j'ai eu plus une formation de biologie. Je suis prêt à tout ce que j'ai fait dans la vie, j'ai appris. D'ailleurs, Adil qui m'a beaucoup formé au début, j'ai tout appris au cours de ma thèse. Non, c'est extra, tu es vraiment bien adapté, c'est impressionnant. Voilà, donc on va nous mettre dehors, donc on a besoin de délibérer. Donc on va vous demander de sortir un petit moment. Et on vous rappellera. Et on revient vite. Pas de monsieur Seydina, c'est trop tard. Diane, donc le jury, après en avoir longuement délibéré, a décidé de vous attribuer le diplôme de doctorat de l'université Aix-Marseille. Voilà, donc félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup.